Dali contemplait le sol en marbre poli de la résidence pour retraiter Sunset Garden, regardant les feux arrière de la voiture de sa femme Leslie disparaître dans le crépuscule d'octobre. La réalisation le frappa avec la force d'un coup de masse à l'estomac. Il l'avait laissé là, abandonné, mis au rebut comme un appareil électroménager cassé. 55 ans, 32 ans de mariage, une vie passée à recabler des maisons, à résoudre des problèmes électriques, à construire la maison de leur rêve de ses propres mains calleuses. Et c'était sa récompense, se tenir dans un hall d'entrée stérile pendant qu'une administratrice pétillante gazouillait sur les périodes de transition et les phases d'adaptation. « Monsieur Dali, votre suite est prête dès que vous souhaitez la visiter, » dit la femme, un presse-papier à la main, son sourire tendu comme du film plastique. La mâchoire de Martin se serra. « Il y a une erreur. »« Ah bon ? Votre femme a tout expliqué. Le séjour d'essai, la période d'évaluation. Que ma femme aille se faire voir. » Les mots sortirent, plats et froids. « Appelez-moi un taxi. » Cette nuit-là, Martin était allongé sur un matelas raide dans la suite de la résidence, fixant le plafond carrelé pendant que la télévision ronronnait doucement dans la salle commune. L'air était imprégné d'une odeur de savon et de petits pois bouillis. Il ne pleura pas. Il ne bougea pas, se contentant de rester allongé là, écoutant le murmure lointain de quelqu'un qui ronflait au bout du couloir. Était-ce toujours comme ça, se demanda-t-il, ou est-ce que je n'ai tout simplement jamais remarqué à quel point j'avais cessé d'avoir de l'importance? À 4h12 du matin, il se leva sans un mot, enfila ses vêtements et sortit par l'entrée latérale dans la matinée grise et naissante. Il en avait assez de faire semblant. La course de taxi pour rentrer en ville lui coûta 63 $. Le chauffeur, un jeune homme bavard avec des tatouages sur le cou, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. « Ça va, mec ? On dirait que quelqu'un vient d'écraser ton chien. » Martin ne répondit pas. Son esprit était rempli de fragments de la journée. Le rire nerveux de Leslie dans la voiture, Jason qui tripotait son téléphone, la façon dont ils avaient tous deux évité le contact visuel lorsque le directeur de l'établissement avait commencé à parler des arrangements permanents. La maison était sombre lorsque le taxi arriva. Sa maison, la coloniale à 2 étages qu'il avait construite des fondations jusqu'au toit, chaque fil et chaque prise installée de ses propres mains. Le détecteur de mouvement ne s'activa pas lorsqu'il s'approcha de la porte d'entrée. Ampoule grillée. Il la réparerait probablement demain. Sa clé ne tournait pas. Martin essaya à nouveau, faisant bouger le métal dans la serrure. Rien. Il contourna la maison par l'arrière et essaya la porte de la cuisine. Même problème. Un œuf froid se forma dans son estomac lorsqu'il sortit son téléphone et composa le numéro de Leslie. Directement sur la messagerie vocale. C'est Martin. Qu'est-ce qui se passe avec les serrures? Rappelle-moi. Il essaya ensuite Jason. Même résultat. Debout dans son propre jardin, fixant la fenêtre de la cuisine où Leslie avait l'habitude de lui faire signe tous les matins quand il partait au travail, Martin sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas un chagrin d'amour. Cela viendrait plus tard. C'était quelque chose de plus dur. De plus tranchant. La réalisation. Le motel 6 sur la route 9 sentait le désinfectant et la défaite. Martin était assis sur le bord du lit affaissé, un ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, les doigts flottant au-dessus du clavier. Il avait récupéré le mot de passe Wi-Fi sur le reçu froissé que le réceptionniste lui avait fourni. Départ à 11h. Son compte bancaire fut le premier choc. Le compte courant joint affichait un solde de 47,47 $. Il aurait dû y avoir facilement 12 000 $. Son compte de retraite? Disparu. Transféré à quelque chose appelé le Dali Family Trust. Un trust dont il n'avait jamais entendu parler. Les mains de Martin tremblaient alors qu'il cliquait sur écran après écran d'informations financières. Chaque actif majeur, chaque compte d'investissement, s'était lentement vidé. Au cours des 6 derniers mois, pendant qu'il travaillait 12 heures par jour, Leslie avait systématiquement vidé leurs économies de toute une vie. Il afficha ensuite les registres fonciers du comté. Son souffle se coupa dans sa gorge. La maison. Sa maison n'était plus à son nom. D'une manière ou d'une autre, par le biais de documents qu'il n'avait jamais vus, elle avait été transférée au mystérieux trust familial. Et selon l'annonce qu'il trouva sur un site web immobilier, elle était déjà sous contrat. Charmante coloniale. À voir absolument. Propriétaire motivé. Vente rapide. Les photos lui retournaient l'estomac.
son atelier, sa chambre, sa cuisine. Tout était mis en scène pour la vente. Ses effets personnels étaient mystérieusement absents des photos. Le visage souriant de l'agent immobilier le fixait depuis la page web. Ray Sutter. Votre professionnel de l'immobilier de confiance. Martin n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Il passa l'heure suivante à creuser plus profondément, en recoupant les registres publics, les licences commerciales et les profils de médias sociaux. Ray Sutter. 42 ans, divorcé, 3 enfants. Il vit aussi une licence immobilière qui ne tenait qu'à un fil. En raison de violations de l'éthique et de dettes impayées, son agence occupait un bureau dans un centre commercial entre un salon de manucure et un service de préparation de déclaration fiscale. À 2 heures du matin, Martin avait compilé une chronologie de base. Le trust avait été créé il y a 4 mois. La maison avait été discrètement mise en vente il y a 2 semaines. Et Ray Sutter, d'après ses publications Facebook, célébrait de nouveaux partenariats avec Leslie depuis presque 3 mois. Partenariat. Bien sûr. Martin ferma l'ordinateur portable et fixa le plafond, écoutant les camions vrombir sur l'autoroute. 32 ans de mariage. 32 ans à réparer sa voiture quand elle tombait en panne, à lui tenir la main lors des funérailles de sa mère, à faire des heures supplémentaires pour payer les études de Jason. Voilà sa récompense. Mais l'histoire de Martin n'avait pas toujours été aussi amère. Autrefois, il avait connu le véritable amour. Autrefois, il avait bâti une vie qui comptait. Rachel était tout ce que Leslie n'était pas, authentique, gentille, farouchement loyale. Ils s'étaient rencontrés dans leur petite ville natale alors qu'ils étaient à peine adultes, avaient déménagé ensemble en ville et s'étaient mariés lors d'une cérémonie dans un jardin avec des décorations faites à la main et des rêves plus grands que leur compte en banque. Lorsque Rachel est tombée enceinte à 22 ans, Martin a pensé que sa vie était complète. Il avait déjà commencé à planifier des voyages de camping avec son fils, à lui apprendre à pêcher, à lui montrer comment câbler un interrupteur. L'avenir s'étendait devant lui comme une route dorée. Puis, l'étagère s'est effondrée sur le lieu de travail de Rachel. Rouillée, négligée, un effondrement inévitable. La direction avait refusé de la remplacer pour économiser de l'argent. Quand elle a finalement cédé, l'impact a été instantané. Rachel et leur fils à naître n'ont eu aucune chance. 2 autres employés ont été grièvement blessés, l'un paralysé, l'autre a perdu une jambe. Martin a passé les 4 années suivantes dans une guerre juridique contre les dirigeants de l'entreprise qui avaient privilégié les profits à la sécurité. La couverture médiatique a été importante. Des politiciens se sont impliqués, et finalement les responsables ont écopé d'amendes considérables et de peines de prison. Mais c'était une victoire amère. Aucune forme de justice ne pouvait ramener Rachel. C'est alors que la promotion est arrivée. Un travail dans les télécommunications nécessitant des déplacements dans tout l'État. Martin a accepté à une condition, il voulait aussi un bureau dans sa ville natale. Il a acheté la maison de style colonial comme un refuge, un endroit pour échapper aux souvenirs qui hantaient son appartement en ville, ce qui l'a amené à la soirée de Harry 4 ans plus tard, et à la femme qui allait parachever sa transformation en quelque chose de froid et de calculateur. Catherine semblait être l'écho de Rachel, spirituelle, sûre d'elle, magnétique. Martin ne cherchait pas une relation amoureuse, mais elle était là. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, et elle a emménagé dans sa maison natale. Ses parents l'appréciaient. Même les parents de Rachel ont exprimé leur soulagement de le voir sourire à nouveau. Mais ensuite, les signaux d'alarme ont commencé. Des vêtements d'homme dans la garde-robe qui n'étaient pas les siens. Son cousin était resté dormir, avait-elle dit. Des voisins ont signalé une voiture dans la ruelle derrière chez lui quand Martin était en déplacement. La voiture correspondait à la description de Harry. Confrontée, Catherine a admis que Harry s'arrêtait parfois pour parler de travail, mais a insisté sur le fait que rien d'autre ne se passait. Martin voulait la croire. Il s'est convaincu que c'était de la paranoïa, le traumatisme de la mort de Rachel qui le rendait méfiant. Mais les doutes se sont envenimés, devenant plus forts avec chaque détail inexpliqué. La révélation est survenue après un voyage d'affaires écourté. Au lieu d'appeler à l'avance, Martin a décidé de surprendre Catherine. Il s'est garé dans la ruelle derrière sa maison, s'est faufilé à travers la haie et a jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Catherine et Harry étaient sur le comptoir de sa cuisine, les membres entrelacés, en train de s'y donner comme des bêtes en chaleur. Son propre ami, son collègue violant son foyer, sa relation, sa vie. Martin est resté là, tremblant, regardant la trahison se dérouler.
Cette nuit a tout changé. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé par un appel téléphonique à Tommy Chen, un type pour qui Martin avait câblé un home cinéma l'année précédente. Tommy dirigeait une petite entreprise de sécurité informatique depuis son sous-sol, le genre d'entreprise qui existait dans les zones grises entre légal et pas tout à fait légal. Martin, putain de merde. Comment vas-tu, mec? J'ai besoin d'aide pour récupérer des données, Tommy. Quelqu'un a trifouillé mes comptes. Ils se sont rencontrés dans un restaurant routier près de l'Interstate 95, se glissant dans un box d'angle tandis que des camionneurs se penchaient sur leur café et leur part de tarte. Tommy était mince, nerveux, vérifiant constamment son téléphone. Il portait des lunettes à monture métallique et un sweat à capuche avec l'inscription Defcon 23 imprimée sur le devant. Alors, de quoi on parle ici? Demanda Tommy directement, ajoutant du sucre à son café. Vol d'identité? Logiciel malveillant? Pire. Ma femme. Martin fit glisser une clé USB sur la table. J'ai besoin de savoir ce qu'elle a supprimé, ce qu'elle a déplacé, à qui elle a parlé. Les sourcils de Tommy se sont arqués. Mec, je ne peux pas juste. 5 000 $. La voix de Martin était ferme. Du liquide, aujourd'hui. Pour 5 000 $, je peux récupérer des fichiers supprimés remontant à 2 ans. La récupération des données a pris 3 jours. Tommy a opéré sa magie sur l'ordinateur portable de Catherine, les fichiers informatiques de Harry, même leurs appareils partagés. Ce qu'il a trouvé a fait bouillir les entrailles de Martin d'une rage silencieuse. Des chaînes de courriels entre Catherine et Harry remontant à 5 mois. Des photos de rendez-vous secrets dont Martin n'avait jamais eu connaissance. Des messages où il se moquait de lui, le qualifiait d'être contrôlant, riait de leur tromperie. J'ai tellement hâte que cette mascarade soit finie. M commence à se douter de quelque chose concernant les réunions tardives. Dis-lui que tu fais encore des heures supplémentaires. Il est trop stupide pour vérifier. C'est tellement mal. Mais tu as raison. C'est excitant. Il se transforme en un véritable maniaque du contrôle, alors je ne me sens même pas coupable. Martin imprima tout, créa des copies de sauvegarde et prépara un dossier destiné à les anéantir tous les deux. Cependant, il n'était pas encore prêt à impliquer les autorités, tant qu'il lui restait des alternatives plus imaginatives. Il commença par préparer la chute de Harry. Martin était conscient de la consommation occasionnelle de stimulants par Harry, un détail apparemment ignoré par les autres. Il avait une fois aperçu un petit sachet lors d'un match de boxe chez Harry, que ce dernier avait nerveusement balayé d'une explication peu convaincante. Au cours des semaines suivantes, Martin acquit discrètement une quantité suffisante de substances illicites auprès de contacts cultivés grâce à son travail dans les télécommunications dans les grandes villes. Il amassa un stock suffisamment important pour faire passer Harry pour un important trafiquant, plutôt que pour un simple consommateur occasionnel. Un week-end, Martin invita Harry à un barbecue. Catherine était censée rendre visite à des amis hors de la ville, bien que Martin soupçonnât qu'elle était ailleurs avec Harry. Il maintint un flux constant d'alcool jusqu'à ce que Harry soit trop ivre pour conduire. « Tu es sûr que je ne peux pas rentrer chez moi ?» balbutia Harry. « Tu n'es pas en état, mon pote » répondit Martin. « Dors sur place dans la chambre d'amis. » Tard dans la nuit, Martin se faufila à l'extérieur vers la voiture de Harry. Il l'ouvrit et y cacha les substances illégales dans le compartiment de la roue de secours. Il y plaça également des effets personnels, notamment une montre gravée qu'il signalerait plus tard comme volée. Par mesure de sécurité supplémentaire, il glissa une autre partie de la cachette dans le placard d'entrée de Harry. Le lendemain matin, Martin joua l'hôte parfait. « Tu étais complètement bourré, mec. Heureux que tu sois resté. » Harry repartit, complètement inconscient des machinations de Martin. 2 semaines plus tard, Martin organisa un cambriolage à son propre domicile. Avant de partir pour un autre voyage d'affaires, il brisa la fenêtre de la porte arrière, saccagea son bureau et retira les objets qu'il avait placés en possession de Harry. Cela lui fournirait des motifs pour les signaler comme volés. Lorsque sa mère découvrit le cambriolage, Martin simula le choc et l'indignation. La police releva les empreintes digitales, rédigea des rapports et documenta les objets manquants. Martin engagea même une entreprise de sécurité pour installer des caméras, ostensiblement pour se protéger, mais en réalité, pour surveiller les activités de Catherine. Le piège final fut tendu lorsque l'entreprise de Martin lui offrit une promotion qui nécessitait un déménagement en ville. Le timing ne pouvait pas être plus opportun. Il accepta sans hésitation.
Martin informa Harry qu'il préparait une surprise pour Catherine, une semaine de retraite tropicale dans un spa. Pendant qu'il s'occupait du déménagement, Harry rayonna, croyant que Martin avait l'intention de faire sa demande en mariage. « Et c'est génial. »« Alors, tu vas faire ta demande ?» demanda Harry avec enthousiasme. « Quelque chose comme ça, » répondit Martin, savourant déjà l'ironie. Catherine était ravie du voyage au spa. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle. « C'est si soudain. » Martin haussa les épaules. « Tu le mérites. J'ai trop travaillé. Je veux que tu sois détendu avant notre prochaine étape ensemble. » Elle se jeta dans ses bras et Martin se força à ne pas reculer. Pendant que Catherine était absente, Martin exécuta ses manœuvres finales. Tout d'abord, il contacta la police locale depuis un téléphone jetable. « Bonjour, monsieur l'agent. J'habite près de Maple Avenue. Nous avons constaté une activité suspecte dans la ruelle derrière la vieille maison Greenwood. On dirait un homme qui distribue des substances depuis sa voiture. Grand, cheveux bouclés, berline argentée, plaque d'immatriculation. » Martin récita le numéro de plaque de Harry. « Il est là tout le temps, surtout tard le soir. Je suis inquiet de l'activité criminelle dans notre quartier. » Comme prévu, cette nuit-là, Harry se rendit en voiture chez Martin, s'attendant probablement à y trouver Catherine. Lorsque la police répondit à l'appel anonyme, elle trouva Harry avec une voiture pleine de preuves falsifiées et de biens volés. « Vous êtes devenu fou ?» La voix de Harry résonna dans la rue calme. « C'est un coup monté. Je n'ai aucune idée de comment ces trucs sont arrivés là. » Un policier le tira par les poignets, le plaquant sur le capot de la voiture de patrouille. Harry laissa échapper un gémissement de douleur pendant qu'il lui lisait ses droits. « Vous ne comprenez pas, » haleta Harry. « Je n'ai jamais touché cette montre de ma vie. Les initiales, ce sont celles de mon ami. C'est... » « Ferme ta bouche » aboya l'agent. « Tu parleras au poste. » Martin observa de loin alors qu'il forçait Harry à monter à l'arrière et l'emmenait. L'arrogance avait disparu, remplacée par le désespoir et la confusion. Un de moins, il en reste un. Lorsque Catherine revint de son voyage au spa un jour plus tôt, quelqu'un l'avait probablement informé de l'arrestation de Harry. Elle entra dans une maison vide. Martin avait engagé des déménageurs professionnels pour retirer tout, à l'exception de ses affaires personnelles, lesquelles étaient entreposées en lieu sûr dans un entrepôt qu'elle ignorait. Les caméras de surveillance avaient parfaitement capturé sa crise. Catherine se tenait dans le couloir, abasourdie de constater que toute la maison avait été dépouillée de ses meubles. Elle ouvrit les placards et ne trouva que des cintres vides. Elle se précipita dans la chambre. Rien. Dans la cuisine. Des placards dégarnis. D'une main tremblante, elle prit son téléphone pour appeler Martin. Bloqué. Aaron, hurla-t-elle dans la maison vide. Sa voix résonna. Où es-tu ? Elle appela ensuite sa mère, mais n'obtint pas plus de satisfaction. Martin avait chargé ses parents de ne lui remettre que le dossier Manille contenant la preuve de ses liaisons et les documents juridiques de son avocat. Lorsque Catherine rencontra Becky, la vieille amie de Rachel, pour récupérer le dossier, elle le déchira avec rage avant de s'effondrer en sanglots. Les preuves étaient irréfutables, horodatage des caméras de sécurité, relevés téléphoniques, photographie de Harry se faufilant dans la maison. Peu après, Catherine disparut de la ville. La dernière fois que Martin entendit parler d'elle, elle avait trouvé un emploi de barmaid dans un bar de bord de route, à 2 villes de là. Aucune accusation ne fut portée contre elle, mais sa réputation était ruinée, tout comme le moindre vestige de la femme qu'il avait autrefois aimée. Outre les preuves, il y avait une lettre officielle stipulant que Catherine ne devait avoir aucun contact avec Martin et que ses affaires étaient stockées à son nom dans un entrepôt local. Elle précisait également qu'elle n'avait aucun droit sur ses biens. Au cours des jours suivants, le téléphone de Martin fut inondé d'appels provenant de numéros inconnus. Les messages vocaux de Catherine oscillaient entre des excuses désespérées et des diatribes venimeuses. « Comment as-tu pu me faire ça, espèce de monstre manipulateur ? J'aurais dû savoir que tu étais trop brisé par la mort de Rachel. Tu es pathétique. » Puis, s'adoucissant, « Aaron, s'il te plaît, parle-moi. J'étais seul. Tu étais toujours absent. Je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. On peut arranger ça. S'il te plaît. » Martin les écoutait tous dans son nouvel appartement en ville, ne ressentant qu'une froide satisfaction. Les procès criminels durèrent 8 mois. Harry plaida coupable de possession illégale et fut condamné à 2 ans de prison, en plus de dommages et intérêts.
l'employeur de Catherine la licencia pour avoir mélangé affaires personnelles et utilisation de l'ordinateur de l'entreprise. Son soi-disant statut de grande dame de la société dans leur ville natale fut anéanti. Les gens racontaient que Catherine avait orchestré la chute de Harry, ou qu'ils étaient des co-conspirateurs qui s'étaient retournés l'un contre l'autre. La vérité était plus insidieuse, le plan de Martin depuis le début. Pendant ce temps, de retour dans leur ville natale, Leslie était occupée à élaborer ses propres machinations. Pendant que Martin luttait contre sa deuxième trahison en ville, Leslie vidait systématiquement leurs comptes joints et falsifiait des documents pour voler sa maison. Le schéma était d'une familiarité écœurante, les mensonges, la manipulation, la mise au rebut désinvolte de quelqu'un qui avait tout donné. Mais cette fois, Martin était préparé. Maintenant, assis dans cette chambre de motel à 2 heures du matin, fixant les preuves de la trahison de Leslie, Martin sentit quelque chose se mettre en place. La rage froide qu'il avait si efficacement servie avec Catherine et Harry était toujours présente, attendant d'être utilisée. Il décrocha son téléphone et rappela Tommy. « Tommy, c'est Martin. J'ai encore besoin de tes services, mec. Qu'est-ce que tu as avec les problèmes de technologie? C'est un problème d'un autre genre, cette fois. Ma famille essaie de me voler ma maison. Jésus. Le même tarif qu'avant. Double. Et Tommy, cette fois, on ne se contente pas de récupérer des données. On entre en guerre. » Le lendemain matin, Martin lança sa campagne de vengeance la plus complète à ce jour. Leslie avait commis une erreur cruciale, elle avait sous-estimé l'homme qu'elle tentait de détruire. En une semaine, Martin avait documenté chaque transaction frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque transfert illégal. Il avait identifié les antécédents de violations éthiques et les problèmes de dette en suspens de Resseter. Plus important encore, il avait découvert la pleine complicité de Jason dans le complot. Le premier appel de Martin fut adressé à l'ordre des agents immobiliers de l'État. La licence de Resseter ne tenait déjà plus qu'à un fil, avec 3 plaintes antérieures pour avoir fait pression sur des vendeurs âgés. Une 4e plainte, étayée par des preuves de falsification de documents et de tactiques coercitives, déclencherait une enquête immédiate. Le 2e appel fut adressé à l'employeur de Leslie. Martin avait récupéré des emails qu'elle avait envoyés depuis son ordinateur professionnel, de la correspondance personnelle mélangée à des affaires de l'entreprise. La plupart des employeurs avaient des politiques strictes concernant ce type d'activité. Le 3e appel fut adressé à l'université de Jason. L'aide financière basée sur les besoins exigeait une déclaration précise des biens familiaux. S'il découvrait que la famille de Jason avait beaucoup plus d'argent que déclaré ou de l'argent caché dans des fiducies frauduleuses où ils pourraient vouloir récupérer leur bourse, avec intérêts et pénalités. Martin passait chaque appel depuis différents téléphones jetables, déguisant sa voix, ne fournissant que juste assez d'informations pour déclencher des enquêtes officielles. Mise en branle. 30 ans en tant qu'électricien lui avaient inculqué la patience. Parfois, il fallait suivre un court-circuit à travers des kilomètres de câbles avant de localiser le véritable problème. Les dominos ont commencé à tomber en quelques jours. Leslie a appelé la première, sa voix tremblant de panique. « Martin, il faut que je te parle. Où est-ce que tu loges? Pourquoi? Il y a des avocats impliqués maintenant. Une histoire concernant la maison, des transferts illégaux. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? » Martin sourit au téléphone. « Peut-être devrais-tu demander à Ray. Il semble bien s'y connaître en immobilier. » Silence. « Martin, s'il te plaît. On peut arranger ça. » « Arranger quoi, Leslie? Le fait que tu aies volé ma maison? Le fait que tu aies falsifié ma signature? Le fait que tu couches avec ton associé pendant que je travaillais pour subvenir à tes besoins? Comment as-tu? » Sa voix se brisa. « Je ne suis pas aussi stupide que tu le croyais. » Martin a mis fin à l'appel. Jason est apparu au motel le lendemain, le visage rouge de désespoir. « Papa, il faut qu'on parle. » Vraiment? Le fils de Martin s'est engouffré dans la petite pièce, arpentant le sol comme un animal en cage. Quelqu'un a posé des questions à l'école sur nos finances, sur l'argent de la bourse. Il parle d'une enquête. Martin s'est assis sur le lit, les bras croisés. Et je crois qu'ils sont au courant pour la fiducie, pour la maison. La voix de Jason s'est brisée. Papa, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Maman a dit que c'était juste temporaire, que nous protégions tes biens. Les protéger de quoi? Je n'en sais rien.
des impôts, des droits de succession, Jason a cessé d'arpenter le sol et a fixé son père. Elle disait que tu perdais la tête, que tu avais des absences. Que tu avais déjà accepté la maison de retraite. Le rire de Martin était aussi amer qu'un vent d'hiver. Je perds la tête, c'est ça? Papa, s'il te plaît. Si l'université me retire ma bourse, c'est fini. 4 ans à la poubelle. Tu aurais dû y penser avant de signer ton nom sur une propriété volée. Le visage de Jason est devenu blanc. Volée? Papa, c'est ta maison. Nous sommes une famille. Nous étions juste? Juste quoi? Juste en train de me mettre à l'écart? Juste en train de m'effacer? Martin s'est levé et s'est approché de son fils. Tu veux être pragmatique, Jason? Voilà du pragmatisme. Tu as choisi ton camp. Assume. À la fin de la semaine, les 3 enquêtes battaient leur plein. La licence immobilière de Resseter a été suspendue en attendant une audience officielle. Leslie a été suspendue de son travail pour violation de la politique informatique. Jason était confronté à une probation académique et à un possible retrait de sa bourse. Martin regardait les reportages des chaînes locales sur l'arrestation de Seter depuis sa chambre de motel. Le journaliste se tenait devant le bureau du centre commercial, expliquant comment une enquête en cours avait révélé un modèle de comportement prédateur ciblant les propriétaires vulnérables. Son téléphone a sonné. C'était encore Leslie. Qu'est-ce que tu veux? Martin, s'il te plaît. Ray a été arrêté. La vente de la maison est tombée à l'eau. Les avocats disent. Sa voix s'est noyée dans des sanglots. Ils disent que je pourrais aller en prison. Bien. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta femme. Non, dit Martin calmement. Tu es une voleuse qui se trouve porter mon nom de famille. Il y a une différence. Je peux arranger ça. Nous pouvons arranger ça. Rentre à la maison, signe les papiers pour annuler la fiducie. La fiducie que tu as créée à mon insu, en utilisant ma signature falsifiée. La voix de Martin est restée égale, maîtrisée. Je ne crois pas. Martin, je t'en supplie. Tu aurais dû penser à supplier avant de décider de te débarrasser de moi. Il a raccroché. La confrontation finale a eu lieu le mardi suivant. Martin s'est rendu en voiture à sa maison pour la première fois depuis l'incident de la maison de retraite. La voiture de Leslie était dans l'allée, ainsi qu'un fourgon d'une entreprise de déménagement locale. Elle portait des cartons hors de la porte d'entrée. Quand elle l'a vu, son visage a traversé une série d'émotions, soulagement, peur, désespoir, colère. Martin, mon Dieu. Il faut qu'on parle. Parle vite. J'ai un endroit où aller. Leslie a posé le carton et s'est approchée de lui les mains levées, comme si elle approchait un animal sauvage. Les avocats disent qu'on peut tout annuler. Remettre la maison à ton nom, rétablir les comptes. Mais on a besoin de ta signature, de ta coopération. Et en échange? En échange, tu ne portes pas plainte. Tu ne témoignes pas contre Ray. Tu laisses tomber toute cette histoire. Discrètement. Martin a regardé au-delà d'elle le camion de déménagement, Jason chargeant des meubles à l'arrière. Où allez-vous? Ray a trouvé un endroit en Floride. Un nouveau départ. On peut tous tourner la page. Nous tous. Tu récupéreras la maison, ton argent. Tout. Exactement comme avant. Martin a acquiescé lentement. Sauf pour une chose. Quoi? Je saurai ce que tu penses vraiment de moi. Il a sorti son téléphone et a diffusé un enregistrement de l'équipement de surveillance qu'il avait installé quelques semaines plus tôt. La voix de Leslie emplissait l'air, riant avec Ray au sujet de la combine de la maison de retraite et de son idiot de mari. Le visage de Leslie se décomposa. Tu nous enregistrais? J'apprenais. Martin rangea le téléphone dans sa poche. Dit à Jason de laisser sa clé sur le comptoir de la cuisine. Vous avez 1 heure, tous les deux, pour prendre vos affaires et déguerpir. Tu ne peux pas faire ça. Je suis encore ta femme. Plus pour longtemps. Martin sortit une enveloppe cartonnée de sa veste. Papier de divorce, déjà déposé. Et avant que tu n'aies des idées sur la communauté de biens, tu devrais peut-être lire les chefs d'accusation pour fraude que ton avocat recevra demain. Le sang-froid de Leslie finit par craquer. Espèce de monstre. C'est ma maison aussi.
J'ai vécu ici. J'ai contribué. Tu as contribué à la contrefaçon et au vol. Maintenant, tu contribues par ton absence. Martin s'écarta alors que Jason approchait avec un autre carton. Son fils s'arrêta, le fixant avec des yeux blessés. Papa, c'est de la folie. On est une famille. Une famille n'abandonne pas les siens dans une maison de retraite. Une famille ne vole pas de maison. La voix de Martin resta calme. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume. Où est-ce qu'on est censé aller? Ce n'est plus mon problème. Le camion de déménagement s'éloigna 1 heure plus tard, chargé de meubles, de cartons et des vestiges de l'ancienne vie de Martin. Leslie était assise sur le siège passager, des lunettes de soleil cachant ses larmes. Jason conduisait, la mâchoire serrée, refusant de regarder en arrière. Martin observait depuis le porche, une tasse de café à la main. Lorsque le camion disparut au coin de la rue, il sortit son téléphone et appela Tommy. Le matériel de surveillance, tu peux venir le retirer aujourd'hui? Bien sûr. Tout s'est bien passé? Martin jeta un coup d'œil à sa maison vide. Propre, calme. De nouveau à lui. Mieux que bien. Les procès pénaux durèrent 8 mois. Reseter plaida coupable de fraude immobilière et fut condamné à 2 ans de prison et à des dommages et intérêts. Leslie fut condamnée à 18 mois pour contrefaçon et association de malfaiteurs, bien qu'elle n'en ait purgé que 10 avec une bonne conduite. Jason perdit sa bourse et fut renvoyé de l'université. Martin témoigna à chacun des 3 procès, calme et méthodique, exposant les preuves avec la même précision qu'il utilisait autrefois pour suivre les circuits électriques. À un moment donné pendant l'audience de Leslie, son avocat se leva et demanda, « Monsieur Daly, comment exactement avez-vous découvert la contrefaçon ?» Martin n'hésita pas, « De la même manière que je trouve un mauvais fil, » répondit-il. On suit chaque courant jusqu'à ce qu'on trouve l'étincelle. Ensuite, on coupe avant que tout le système ne brûle. Il y eut un silence dans la salle d'audience, suivi du grattement des stylos et d'une toux discrète dans la galerie. Martin ne broncha pas. Il se contenta de regarder l'avocat de la défense se rasseoir, les yeux baissés. Les procureurs le qualifièrent de témoin exemplaire. Les avocats de la défense le qualifièrent de vindicatif. Ils préféraient le terme « minutieux ». La maison fut officiellement restituée à son nom un jeudi pluvieux d'avril. Martin passa l'après-midi à parcourir des pièces qui lui semblaient à la fois familières et étrangères, comme s'il visitait un lieu issu d'un rêve à moitié oublié. Les affaires de Leslie avaient disparu, toutes, son côté du placard, ses magazines, sa collection de chats en céramique. L'atelier du garage était exactement comme il l'avait laissé, les outils suspendus à leur place désignée, l'établi dégagé et prêt. Martin brancha son fer à souder et se remit au travail sur la radio qu'il réparait avant son voyage d'anniversaire à Inferno. Certains problèmes, avait-il appris, pouvaient être résolus avec de la patience et les bons outils. D'autres nécessitaient un recablage complet. 6 mois après la fin des procès, Martin reçut une lettre transmise par le cabinet de son avocat. Pas d'adresse de retour, mais il reconnut l'écriture de Leslie. « Je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je devais essayer. J'ai eu tort. Nous avons eu tort. Tout est devenu incontrôlable, et au moment où j'ai réalisé jusqu'où nous étions allés, il me semblait trop tard pour arrêter. Je ne demande pas pardon. Je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches qu'une partie de moi t'a toujours aimé. Ray est parti maintenant, il a déménagé au Texas avec une femme qu'il a rencontrée en ligne. Jason travaille dans le bâtiment au Colorado, essayant d'économiser de l'argent pour un Asterisk Community College Asterisk. Nous avons tous tiré des leçons coûteuses sur les conséquences. J'espère que tu trouveras la paix, Martin. Tu méritais mieux que ce que nous t'avons donné. Martin lut la lettre 2 fois, puis la passa dans son destructeur de documents. Certains ponts n'étaient pas faits pour être reconstruits. Un samedi soir chaud de septembre, exactement 1 an après son voyage d'anniversaire abandonné, Martin était assis sur son porche avec une bière fraîche et le journal local. Il n'avait plus besoin de travailler, mais il aidait parfois ses voisins avec de petites réparations, recabler une prise défectueuse, réparer un éclairage de Porsche. Sans frais, juste pour occuper ses mains et avoir l'esprit clair. Son téléphone vibra avec un SMS de Tommy Beer plus tard. « J'ai un nouveau projet qui pourrait t'intéresser. » Martin sourit et répondit, remis à plus tard. Savourant le calme, il regarda son jardin, herbes fraîchement coupées et taillées, jardin sans mauvaises herbes.
La maison derrière lui vibrait de l'efficacité des systèmes électriques qu'il avait lui-même entretenus et améliorés. Pas de surprise, pas de dessin caché, pas d'associé qui comploterait sa perte. Une voiture ralentit en passant, le conducteur tordant le cou pour observer la maison. Martin reconnut le profil. Probablement un agent immobilier faisant visiter le quartier à des clients, peut-être en leur montrant cette belle demeure coloniale avec son vendeur motivé. Mais il n'y avait plus de vendeurs motivés ici, plus de ventes rapides, plus de circonstances désespérées, plus de fonds fiduciaires familiales avec des signatures falsifiées. Juste un électricien qui avait appris à ses dépens que certains problèmes exigeaient plus que de simples réparations. Ils exigeaient une démolition complète. Et Martin Daly avait toujours été très habile de ses mains. Så det er sgu mig, der hænger her i bunden. What the fuck, Jessen? Hvad fanden er det? Jeg skulle være crash der, kunne jeg mærke. Jeg havde 1 FPS. Mere laser. Lige nu. Jeg gad godt have sådan en laser setup. Det føler jeg kunne være ret sejt, faktisk. Hvad du skal, det næste du skal være, det er DJ. Skal jeg lave en Jank Styles? Skal vi lade være med, Nej tak. med Twitch DJ's lige nu? Jeg kunne altså godt være DJ. Det kunne være rart. Donut Goal til at barbere Martin skaldet, så de kan optage. What? Jeg skal fandme have mange penge for at blive skaldet, det mener jeg. Jeg skal lige trykke. Men gjorde du ikke det der med skægget gratis, eller? Jo, men det er ikke det samme som håret, sgu da. Hvor svært er det at gennemføre 4 steps, som jeg også 1-10? Hvem spørger, er det Nibe? Okay, så det er faktisk Lykke, jeg skal være efter her, det er klart. Nå, ja, jeg prøvede bare lige at redde Lykke. Ja. Du kan ikke redde Hvorfor Lykke. ikke en drej, eller hvad? Jeg ved ikke. Altså ham der Djævelboy, kan han gå væk? Nå, hvorfor fanden faldt den af? Altså hvorfor er det... Nå, den fast, eller hvad jeg sådan? Hygger vi med damerne? Jeg hygger altid med damerne. Nej, det er damerne, der hygger med mig. Lad mig rette mig selv der. Okay. Det kommer til at tage over 20 timer, før de gennemfører, hvis de gør. Det gør det sgu. Ja. Altså, jeg har sagt, jeg er træt af det her spil. Nana, det er for sjov. Vi kan nå den. Nej, det kan Nå, vi. Liva. Ja, hop. Nu skal vi lige være klar her, Liva, okay? Hvad er det her? For noget Du sagde hop. rage bait? Selvfølgelig, Lykke. Du har heller aldrig været andet end sød med mig. Mods, kan vi fjerne den der smiley? Hvor kom den fra? Jeg kunne tjekke ind på kanalen. Tak for det. Ja, tak, jeg kunne sige. Nej. Nana, altså... Du er bare sådan... Du er anti-mod efterhånden. Nå, ja, okay. Jeg ser. Kan du ikke sætte mit... Ja. Nana, kan du ikke sætte det der udråbstegn Procis link op i pinned? Bare 20 minutter til en start. Shit. Nej. Okay, jeg ser på det. Og direkte. Kom. Hvad mener I? Ja, hop. Der er ingen grund til at Væk, tage eller rundt mere, altså. Nå, var det ikke noget med, at vi bare kunne hoppe op her? Jo. Det kan jeg ikke lige... Ja. Nej, lad os Hallo. på platform og hive hinanden på. Hvorfor er det min ikke kan det? Du er ikke høj nok. Kom op med dig. Nå, nu kan jeg ikke. Hov da bare. Nu er det min højde, der fejler. Ja, det gør den altså ikke i virkeligheden, lad mig bare sige det sådan. Altså, hvad sker der? Altså, jeg kan ikke komme op. Tak. Det tør jeg godt. Tak, Nana. Du Wow! kommer også bare til siden. Ja, nej, I trækker mig væk. Martin, du er 1,65. Panu! Hvorfor er du efter mig nu? Tilføj 20 cm, så er vi der. What the fuck? Ikke med sko på! Jeg er 1,88 med sko på. Det er ikke 1,95. Nej, 1,85. Hvad er det for noget matematik? Hvordan kan du lægge 20 til 1,65 og så få det til at være 1,95? Så du... Nå, jeg har hørt forkert, så. Slap af. Åh, fanden lige hvad. Hold din kæft med garanti, og højere der er 1,84. Ah, det tror jeg ikke, mates. Nu bliver det sgu en livestream på nu. Men det er fint nok. Altså, det er fint nok. Jeg hopper lige ned her. Ja, det gør jeg også. Du hopper den anden vej. Ja. Bare slet mig overalt. Panu, jeg tror ikke, jeg har der noget sted, by the way. Jeg tror ikke, jeg har der et eneste sted. Du ser faktisk ikke så høj ud på stream. What the fuck? Det er han heller ikke, bare rolig. Stop nu med at lyve. Okay, jeg er sgu færdig med det her anti-højde propaganda. Den er, hvor vi skulle vente til den næste kom op, ikke? Jo, tror jeg. Nej, hvad? Jo, vent. Tag den næste Så her. ned til siden, og så hoppe over. Sådan. Sådan der, eller hvad? Det er svært at forklare. Næste. Nå, Nej. nå, What? Okay, vi tager den her. Så Se, bare videre og så her. den her, der kommer op. Okay. Nej.
Det er sgu for, det er for dig. Næste. Næste. Okay, undskyld. Undskyld. Kan vi bare hoppe? Eller trækker lige alle 3 tilbage her? Nej, vi har den. Okay, nu er det du, der skal fart på. Sådan, i gang. Jeg troede altså også, at du var højere end real life. Okay, vi stop nu. Okay, jeg glemmer lige at logge ind her. Okay, nevermind, det er ikke kun mig, jeg overhælder sgu. Okay, så længe I trækker mig, så kan jeg sgu ikke lade være med at... Jamen, I trækker sgu også mig tilbage. Altså, vi dør her, by the way. Vi når ikke op. Nej, vi gør ikke. Jo, vi gør. Masser af tid. Det er da helt utroligt, så meget man skal blive hævet i. Jamen, jeg bliver hævet i! Hvem er det, der lige her? Kom nu op! Men, kom op! Napoleon. Jeg har sgu. Vi har den. Oh my god. Napoleon har os. Napoleon redder dagen.